Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, notre état final recherché, c'est vous amener à mieux maîtriser le sujet des missiles à longue portée. Cela fait actuellement, ce début septembre, beaucoup l'actualité en Ukraine, dans le conflit Russie versus Ukraine, pour une raison très simple. De nombreux médias pensaient que nous aurions une annonce la semaine dernière sur l'autorisation d'utiliser des attaques MS ou des missiles Scalp fabriqués par la France et le Royaume-Uni contre le territoire russe jusqu'à plus de 300 km à l'intérieur des frontières. Vous avez donc forcément entendu parler de ce sujet et surtout eu de nombreuses analyses. Mon objectif, c'est d'essayer de recentrer, de raligner un petit peu vos connaissances vers des connaissances purement factuelles, techniques, afin de comprendre ce que peuvent faire ces missiles, ce qu'ils ne peuvent pas, de quoi ils sont dépendants, en quoi ils peuvent être également très autonomes et lutter ainsi contre l'ultra-crépi d'arianisme, mais également l'effet de Dunning-Kruger. Effet où les personnes qui ont souvent le moins de connaissances sur un sujet ont tendance à surestimer leurs compétences dans le domaine. Maintenant qu'on a révisé un petit peu des beaux mots français, je vous propose d'attaquer par la temporalité. Alors, dans l'aviation, on aime bien dire qui maîtrise le temps maîtrise son environnement. Il est important de savoir où on se situe face à la temporalité pour savoir le temps que l'on a pour collecter des informations, étudier ses options et après prendre ses décisions. De manière générale, dans le domaine militaire, il est important également de connaître son histoire ou de connaître d'autres événements similaires afin de nourrir votre réflexion. Aujourd'hui, pour faire simple, nous allons nous intéresser à quelques dates. La première, c'est en 1987, le régime de contrôle de la technologie des missiles. Ce n'est pas un traité, c'était un accord signé par plus d'une trentaine de pays qui dit que si vous avez une charge militaire de plus de 500 kg et que vous voulez exporter votre armement, eh bien il va falloir que la portée maximale soit de 300 km. C'était pour éviter la prolifération d'armes qui peuvent avoir un grand impact. Pourquoi ces fameuses charges militaires de 500 kg? Parce que forcément, plus votre charge militaire est élevée, plus l'effet militaire va être élevé. Soit vous allez pouvoir pénétrer et casser des choses en profondeur, soit vous allez pouvoir augmenter l'effet de souffle et avoir une plus grosse capacité de destruction contre un bâtiment ou du personnel. Donc ces 500 kg ont leur importance, mais je vous rappelle que ça date de 87. Autre date importante, c'était le 10-11 septembre, avec toutes ces annonces dans la presse, que l'autorisation de frapper en territoire russe avec les missiles longue portée va être levée. Encore une fois, ce sont des fuites et il est intéressant de voir comment cette surcommunication sert directement l'adversaire de la cause qu'elle est censée servir, à savoir les Russes, puisqu'ils n'ont qu'à allumer la télé occidentale pour savoir exactement ce qui va se passer dans 2, 3, 5, 10 jours, 15 jours. Et donc, ce n'est pas une grande surprise. Nous avons observé des navires russes s'éloigner un petit peu plus de l'Ukraine, changer de port d'attache en mer Noire, mais également les avions de chasse, les avions de bombardement se seraient éloignés de la frontière. C'est tout simplement offrir du renseignement à l'adversaire, ou marquer contre son camp si vous voulez. Mais certains médias anglo-saxons parlent maintenant de la réunion des Nations Unies, le Conseil des Nations Unies qui aura lieu du 20 au 23 septembre, et une annonce potentielle pourrait avoir lieu donc dans une petite semaine. Pourquoi? Parce que cela permettrait aux États-Unis de faire tomber cette barrière, si je puis dire, non pas individuellement, mais collectivement. Donc par rapport à ce dossier, il est fort à parier que la prochaine étape soit au plus tard autour du 23 septembre. Je vous rappelle, pour bien comprendre la temporalité dans son ensemble, que le 5 novembre, c'est les élections aux États-Unis et que vous avez également l'arrivée de l'automne qui va avoir un impact sur les capacités de manœuvre des combattants dans le Donbass, mais de manière générale dans toute l'Ukraine et à la frontière de la Russie également. Maintenant que la temporalité est claire, ce que je vous propose de voir, c'est 1. Si les Ukrainiens disposent d'armements aptes à faire des frappes en profondeur. 2. Ce que permet un scalp ou un attaque MS. 3. En quoi le scalp peut avoir besoin des Américains pour être utilisé. Et pour ce qui est du 4, à savoir les axes de réflexion par rapport à ce sujet, je vous donne rendez-vous mercredi à 11 h. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir une notification. Et ça vous laisse également le temps de nourrir votre réflexion sur le sujet. Pourquoi pas de la partager en commentaire. Et mercredi, on reviendra sur des axes de réflexion comme est-ce que ce serait un game changer, les fameux, est-ce que cela nous rapprocherait éventuellement d'un conflit nucléaire ou tout simplement d'une troisième guerre mondiale avec les Russes, gros sujet à la mode sur les plateaux en ce moment, mais surtout nous prendrons un petit peu de recul pour nous rendre compte que tout ne se passe pas qu'entre l'Ukraine et la Russie. Nous reviendrons sur cette frappe de missiles hypersoniques contre Israël tirée par les Houthis. Vous allez le voir
Je pense que le hasard du calendrier n'est pas un hasard. Et nous parlerons également rapidement des sabotages observés pour certains sur des bases européennes. Allez, jingle. Il faut être franc, aux commandes de ce genre d'avion, vous n'avez pas vraiment droit à l'échec. Et on a dû faire évoluer notre culture de la sécurité dans l'aérien, tout simplement pour rentrer vivant à la maison le soir, accomplir la mission et blesser personne au sol. Ce que je vous propose, c'est d'apprendre et de profiter de notre retour d'expérience dans l'aviation de chasse, mais également dans l'aviation de ligne, retour d'expérience qui peut vous faire gagner des années et surtout qui peut impacter votre cerveau et celui de vos collaborateurs de manière un peu différente par rapport à la sécurité et vous permettre d'avoir le déclic qui va bien. Allez, je vous dis à très vite en formation et d'ici là, fly safe. Alors, au niveau de l'armement ukrainien, il dispose de nouveaux types d'armement. Vous avez le HRIM-2, qui est un missile balistique, accrochez-vous bien, 500 kg de charge militaire d'après les sources ouvertes, et qui pourrait aller à environ 100 à 300, 400 km. Donc, vous avez une capacité ukrainienne de remplacer, si je puis dire, les attaques MS. Maintenant, il faut que la capacité de production augmente, mais cela a été, encore une fois, mis en avant dans la presse. À partir de fin août dernier, vous avez ce missile balistique ukrainien qui arrive et qui arrive opérationnel. Autre point, vous avez les drones longue portée. Alors ces derniers, rappelez-vous, sont responsables de nombreuses attaques contre des raffineries, contre l'aéroport de Moscou, ils ont même tapé dans la zone résidentielle autour. Bref, vous avez des attaques qui ont été réalisées en profondeur, parfois plusieurs milliers de kilomètres en territoire russe, par des drones ukrainien. À partir de là, l'Ukraine n'est pas dépendante sur le matériel occidental pour frapper en profondeur. Mais, comme toujours, en termes de nombre de missiles, en termes de volume, cela peut avoir un impact, même si les Ukrainiens, normalement, faisant bien leur remontée en puissance industrielle, leur capacité à frapper en profondeur devrait être de plus en plus forte de manière autonome. Donc il y a forcément une très grande dimension politique dans la mesure où ces frappes en profondeur sont déjà observés depuis longtemps, frappes en profondeur qui parfois ont même peut-être touché des systèmes qui n'ont pas fait plaisir aux Américains, comme rappelez-vous, c'était en mai dernier, les radars pour les systèmes de early detection, de détection avancée, de détection rapide, de tir nucléaire, avec les fameux missiles balistiques, radars qui avaient été touchés, endommagés par un raid probable de drones ukrainiens. Alors maintenant, les scalps et les attaques MS, qu'est-ce que cela va permettre de faire? Déjà, il faut bien comprendre que les attaques MS sont des missiles balistiques. Ça tire, ça monte, ça redescend très rapide et ça tape. Le scalp, lui, il doit être aéroporté. Donc vous allez l'accrocher sur un avion. On a vu de nombreuses images avec des Sukhoi 24 qui disposent de 2 scalps. Vous allez programmer le missile en avance avec un système de préparation de mission. Ensuite, vous allez brancher le missile à l'avion. L'avion va partir en vol, va rejoindre un domaine de tir, va allumer le missile en vol et ensuite le missile va partir et va faire plusieurs centaines de kilomètres sur une trajectoire très précise, connue à l'avance grâce à ces systèmes de navigation. Nous allons revenir sur ce système de navigation juste après. Ensuite, le missile va se rapprocher de la cible, va perdre le devant, perdre en aérodynamisme, mais pouvoir libérer son petit système de visée, si je puis dire, va reconnaître la zone de la cible et venir taper. Rappelez-vous, c'est pour ça que les Russes mettaient des pneus sur leurs avions, c'était pour changer la silhouette et gêner la comparaison entre l'image dont dispose le missile et la cible réelle observée à cause de ces pneus. Pour la petite histoire, les Américains, par exemple, peignent également des faux avions sur certaines bases. Ça, faut le savoir. C'est pas la peine de se moquer des Russes, ils ont fait copier ce que faisaient les Américains. Si on veut rentrer un petit peu dans le détail, le Scalp, c'est le système de croisière conventionnel autonome à longue portée. Autonome, c'est-à-dire que c'est tir et oubli. Le vecteur, l'avion tire, fait demi-tour, rentre à la maison et permet de ne pas prendre de risque, de ne pas s'approcher des défenses adverses. La version EG, c'est l'emploi général et sa particularité, c'est sa faible surface équivalente radar. Donc vous êtes sur, contrairement à l'hypersonique, de la vitesse subsonique, mais très basse altitude, avec un revêtement et une forme qui ne renvoie pas aisément les ondes radar, qui a tendance à absorber et à partir de là, qui est dur à détecter. C'est quand même des bijoux qui valent entre 850 et 1 million d'euros pièce fonction des sources. On est sur 1,3 tonne, d'où le fait qu'il faut quand même un gros avion, un gros vecteur pour pouvoir les tirer. Et également, eh bien, vous ne pouvez pas en prendre 4 ou 5. Derrière,
La portée, comme je vous disais, c'est entre 300 et 560 km. 300, vous l'aurez compris, à cause de 1987, 560 dans certaines versions. Et la spécificité quand même, c'est cette charge militaire qui, oui, fait 450-500 kg, mais c'est du broach, ça veut dire qu'en fait, ça va une charge qui va pénétrer et qui a une vocation à casser des cibles quand même plutôt bien construites, plutôt bien défendues. Et c'est là la grosse différence, par exemple, avec des petites attaques de drones ukrainiens. Donc le Scalp vient apporter une capacité d'attaque que n'ont pas forcément les Ukrainiens à l'heure actuelle, si ce n'est avec leurs missiles balistiques. Et encore, il faut voir s'ils ont cette capacité vraiment de pénétration. Donc oui, le Scalp permettrait de taper certains types de cibles que les Ukrainiens ne peuvent probablement pas cibler à l'heure actuelle. Alors de quoi est-ce qu'un Scalp a besoin pour pouvoir fonctionner? Déjà, il a une centrale à inertie, il sait naviguer tout seul. Mais pour naviguer tout seul, il faut qu'il puisse se repérer. Comment est-ce qu'on se repère? Grâce au GPS, donc les GNSS, c'est des constellations, vous avez du GLONASS, c'est russe, vous avez Galileo, c'est européen, vous avez GPS, vous avez Baidu, bref, vous avez une multitude de GNSS, et la précision ultime pour les Occidentaux, c'est le GPS, donc c'est américain, avec ce qu'on appelle les clés GPS, la précision militaire du GPS. Donc il faut que les Américains vous donnent les clés GPS. S'ils ne vous donnent pas ces clés, vous perdez en précision. Après, il existe le brouillage ou le leurrage au niveau GPS, mais pour un vecteur qui se déplace à 900 km/h et qui a généralement son antenne qui est située au-dessus, vous êtes moins sensible à tout ce qui est brouillage qu'un fantassin au sol ou qu'un véhicule. Néanmoins, vous pouvez quand même être affecté. C'est pour ça qu'il y a des systèmes redondants et vous avez cette capacité à naviguer en inertiel pur, mais ça veut dire que votre missile doit savoir exactement où il est. Traditionnellement, vous avez une liaison entre l'avion et le missile, avion qui va faire un recalage de sa navigation juste avant d'ouvrir le feu. Par exemple, en survolant un pont, vous allez dire à votre système, je suis pile poil à l'endroit du pont, le pont est là, ça recale votre ralligne, si vous voulez, votre système embarqué, qui derrière peut raligner votre missile juste avant le tir. Et comme ça, vous avez un système de navigation du missile qui sait au mètre près où il est, c'est très efficace. La problématique de l'intégration sur les Sukhoi, c'est que nous ne savons pas, nous ne disposons pas en source ouverte, de savoir à quel point ce recalage est possible. Maintenant, Sukhoi, Mirage 2000, ce que vous voulez, à partir du moment où vous survolez un point identifiable et que vous dites c'est juste là et qu'après vous tirez, voilà, que ce soit un Rafale, un Eurofighter ou un Super Étendard, ça va recaler le missile de manière très précise. Le tout, c'est de faire le recalage juste avant le tir. Après, le Scalp dispose d'autres systèmes comme une base de données de cartographie. Je pense que depuis le temps qu'il se passe des choses en Ukraine, les Ukrainiens disposent de cette base de données. Mais après, derrière, souvent, ce qu'il faut, c'est cette phase finale. Quand on vient viser, il faut avoir les bonnes informations, les bonnes images pour que la tête chercheuse, si je puis dire, puisse comparer la réalité à ce qu'elle a en base de données et bien identifier sa cible. Donc là, il vous faut, de manière préférentielle, des photos de reconnaissance qui peuvent venir de satellites, qui peuvent venir de vecteurs aériens, comme par exemple un pod de reconnaissance d'un avion de chasse, ou alors, pourquoi pas, de drones. Maintenant, est-ce que par exemple un Scalp français vendu à l'export peut être bloqué à distance? À ma connaissance, non, sans trahir de secret. Est-ce qu'il faut à tout prix le GPS pour qu'il fonctionne? J'ai participé à des raids Scalp en tant que nounou, mais je n'ai jamais été tireur Scalp, donc sans trahir de secret, puisque je ne les connais pas, je dirais que cela me paraît peu probable. Pourquoi? Eh bien parce que tous les systèmes plutôt européens sont conçus pour être résilients et fonctionner sans l'aide des Américains. C'est le principe même. Donc à partir de là, j'ai envie de vous dire pour la partie technique, en tout cas sur les Scalp français, les Américains, vous n'en avez pas besoin. Mais pour la partie préparation de mission, ce qui veut dire 1. Le ciblage, savoir quoi taper. 2. Préparation de la route, savoir par où passer pour augmenter les chances que votre bestiau à 1 million d'euros y fasse but et donc éviter au maximum les systèmes de défense ennemis. Et 3. Savoir quand taper le bâtiment ou le centre de commandement où vous tapez à une réunion au bon moment. Et bien là, il vous faut du super renseignement et les spécialistes mondiaux du renseignement, on l'a vu, ils ont même réussi à prédire à l'heure près la date de l'invasion des Russes en Ukraine, sont et restent les Américains. Donc mettre en œuvre de l'armement peut se faire de manière autonome pour les Ukrainiens. Pour ce qui est d'utiliser efficacement, eh bien, toujours pareil, il faut du renseignement et celui de meilleure qualité va être fourni par les Américains.
Et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner et à revenir mercredi où nous allons rentrer un petit peu plus dans la réflexion sur la notion, comme je disais, de game changer. Est-ce que c'est une escalade ou pas d'un point de vue purement technique? Nous allons parler également de l'article 6 de l'OTAN, de quelques proxys et de sabotage. Je vous dis à très vite sur la chaîne. J'espère que ce nouveau format vous plaît. L'idée, c'est réagir un petit peu à l'actualité pour vous aider à prendre un petit peu de recul, à mieux l'appréhender de la manière la moins émotionnelle possible. Le lundi, le mercredi, après que vous ayez eu le temps de digérer un petit peu tout ça, d'attaquer et de partager des réflexions qui ont mes propres biais, mais qui se veulent le plus technique possible. Et après, le vendredi, on se met une petite vidéo, facteur humain, analyse d'accident ou un Aviation Legacy avec un ancien qui nous partage son retour d'expérience. Parfait pour les amoureux de l'aviation. Je vous dis à très vite sur la chaîne ou pourquoi pas cette semaine en formation. On part sur Paris, on part au Creusot, on bouge pas mal. On bouge pas mal. À très vite et fly safe.